Depuis 10 minutes, aucun mail, aucun coup de téléphone, aucune notification. Suis-je morte ? Dans le temps, ils savaient attendre 3 jours. Maintenant, ils ne savent pas attendre 3 minutes. T'es occupé, t'es au volant, ça sonne, bon ouais, parfois c'est pas bien, mais... Puis il y a le téléphone, puis ma secrétaire vient pour organiser une réunion, puis je dois répondre à ceci, puis les gens passent, rentrent, sortent tout le temps. Et t'es au téléphone fixe dans le bureau, puis pouf, il y a le GSM qui commence à sonner. Ok, bon, elle a à peine terminé, elle raccroche, elle décroche l'autre téléphone. Ah, vite, on a une demande, pouvoir y répondre, donner une réponse. Enfin... Les enfants commencent à dire en rigolant, maman, fais pas ta geek. Mon téléphone qui sonnait en même temps. Je vois bien qu'au niveau santé, au niveau équilibre, c'est parfois dur à gérer, quoi. Tout devient urgent grâce à la rapidité à laquelle on informe pour l'instant. Donc bonjour à tous. Ce que vous venez d'entendre, c'est une partie de notre projet qu'on a réalisé, donc le projet Comme un lundi. Donc juste pour une brève remise en contexte, à l'IEX, donc c'est une étude de communication à Bruxelles, on nous demande de réaliser un projet sur 2 ans, donc on commence en première master, et nous on a décidé vraiment de s'intéresser à cette thématique du rapport entre l'humain et les technologies. Et donc, il y a vraiment une partie, au départ en première master, de réflexion théorique sur ce sujet, enfin des recherches théoriques sur le sujet, et ensuite un développement du projet et des outils médiatiques, donc documentaires. Dans ce cas-ci, c'est un projet sonore principalement, qui seront développés surtout en 2e master. Voilà, c'était juste pour une brève remise en contexte de ce projet. Et un tout grand merci aussi à Point Culture de nous inviter aujourd'hui à présenter ce projet. Alors, les personnes que vous avez entendues dans notre teaser, c'est Olivier, Émeric, Julien, Nathalie et Anne-Laure. Donc, c'est 5 travailleurs parmi la vingtaine d'autres qu'on a rencontrés cet été. Donc, nous, on est Tana, Isabelle, Alice et moi-même, Clémentine. On est 4 étudiantes, donc on est bientôt sur le marché de l'emploi et on se questionne sur notre futur, notre qualité de vie en tant que future travailleuse. Donc aujourd'hui, le rapport au temps a changé et les travailleurs sont quasiment quotidiennement en contact avec les TIC. Donc les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est les smartphones, les ordinateurs, les logiciels, les réseaux sociaux, etc. Voilà, merci Isa. Et donc les travailleurs sont quotidiennement en contact avec les TIC et ça a un impact sur leur vie, sur leur rapport au temps. Donc le rapport au temps change, tout devient urgent, on se rend disponible, tout devient immédiat, on est stressé parfois. Et donc, par exemple, ça va se traduire chez certains travailleurs, il y en a qui vont dire qu'ils sont stressés parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate à leur mail. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, à l'inverse, se sentir obligés de répondre à un coup de fil ou à un mail alors qu'ils n'en ont pas spécialement envie. Donc tout ça, ça crée un peu des petites contradictions. Et tout ça est en train de devenir en fait normal et c'est devenu banalisé en fait. Et nous, on trouve que c'est pas normal, donc on a décidé de prendre du recul par rapport à ça et de se questionner. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Comme un lundi. Comme un lundi, c'est avant tout Octave le poulpe. Donc pour nous, il représente l'utilisateur type des TIC, donc celui qui arrive à passer son lundi paisiblement, sa semaine en douceur, positivement. Et donc, il donne une petite tournure positive à l'expression comme un lundi. Et maintenant, je vais vous laisser Alice vous expliquer notre semaine comme un lundi. Bonjour à tous. Alors, donc, à côté d'Octave, on a donc un projet comme un lundi qui est vraiment une semaine durant laquelle on va pouvoir repenser son rapport aux technologies dans le monde du travail.
Durant cette semaine, on a vraiment 2 objectifs. Notre premier objectif, c'est que les travailleurs prennent du recul par rapport à leur utilisation des technologies. Et notre deuxième objectif, c'est que ces travailleurs aillent plus loin en mettant en place des nouvelles pratiques et donc en utilisant l'éthique d'une manière différente, en utilisant l'éthique autrement, d'où le nom aussi, comme on l'indique, mais autrement. Alors, pour ce projet, on a décidé d'utiliser le média le son. Tout d'abord parce que le son permet vraiment un caractère anonyme et ça permet à l'auditeur de s'identifier plus facilement que la vidéo puisqu'on n'a pas d'image, on a juste une voix à laquelle on peut s'identifier. Et on a également donc, pensé ce son grâce à 5 travailleurs dont Clémentine a parlé préalablement. Ces 5 travailleurs, on a vraiment décidé de les mettre au centre du projet. On a décidé de leur donner une voix et donc de se focaliser sur des vécus individuels ainsi que des situations individuelles. C'était vraiment une volonté de notre part de mettre ces travailleurs au centre, de les laisser s'exprimer autant sur les difficultés qu'ils peuvent avoir par rapport à leur utilisation d'éthique, mais également, pour donner un caractère aussi plus positif à ce projet, de les laisser s'exprimer sur des résolutions qu'ils peuvent mettre en place par rapport de nouveau à ce rapport aux technologies. Alors, mettre le travailleur au centre, c'était également une manière de se distinguer des discours type bien-être au travail qui sont très tendance aujourd'hui. Et donc, on peut par exemple citer le happy management, toutes les stratégies bottom-up, mais également les cours de yoga pendant le temps de midi, par exemple, qui ont plus un objectif de rentabilité de la productivité plutôt que le bien-être réel du travailleur. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu mettre le travailleur au centre. Alors, voilà, vous avez une belle image de happy management. Alors, à côté de ça, pour mettre en valeur ces capsules sonores, on a créé un site web qui s'intitule comme un lundi-tic.be. Et sur ce site, on peut retrouver toutes les capsules ainsi qu'un PDF qui explique toute la démarche de la campagne et qui permet à toute personne de recréer la campagne dans son entreprise ou de manière plus individuelle. Et alors, ces capsules sonores sont également mises en valeur grâce à un réseau d'affichage. Sur ce réseau d'affichage, on a de nouveau mis la voix du travailleur au centre, c'est-à-dire que notre élément principal, c'est une citation d'un de nos 5 travailleurs qui nous exprime un sentiment qu'il ressent. Et donc voilà, ça prouve encore une fois que le travailleur est vraiment au centre. Merci. Alors nous avons choisi d'inscrire ces capsules sonores dans une semaine. Une semaine qui est organisée en différentes thématiques, comme vous pouvez le voir. Les différentes thématiques sont le multitâche, l'urgence, le mail et la porosité entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Ce sont des thématiques qu'on a dégagées suite à nos interviews avec nos témoins, mais aussi avec des experts. Donc, en plus de ces thématiques, pour chaque jour, on a imaginé une exploration du jour, c'est-à-dire une proposition de réflexion pour repenser son utilisation d'éthique. Par exemple, hier, lundi, la thématique, c'était le multitâche. Alors, pour le vendredi, on a une capsule différente où les témoins proposent des résolutions qu'ils ont mis en place par rapport à leur utilisation des technologies. Par exemple, quand Émeric nous dit qu'il ne va jamais travailler avec sa boîte mail ouverte, parce que sinon il va être curieux et il va vouloir aller regarder, par exemple. Et donc chaque participant, en fonction de sa situation, va piocher différentes résolutions et par là mettre en place des nouvelles pratiques. Et peut-être juste par rapport à ça, donc nous on fait tout ça sur Facebook principalement, en tout cas pour les explorations et la diffusion des capsules. Et donc le but sur Facebook, c'est d'arriver à créer de l'interaction. Et donc par exemple, aujourd'hui sur la thématique de l'urgence, que quelqu'un puisse commenter et dire moi j'arrive vraiment pas à distinguer les deux, je me sens, j'ai l'impression que tout est urgent, et que quelqu'un d'autre puisse lui dire écoute, cette petite matrice d'Eisenhower justement, elle est très pratique, et arriver à créer de l'interaction autour de ça. Merci.
Alors pour le week-end, on a prévu des capsules complémentaires avec des philosophes, des chercheurs ou encore des psychologues qui vont apporter une vision plus globale sur la thématique. Aujourd'hui, donc, pour cette présentation, on accueille Monsieur Franck Pirobon, qui est... on peut l'applaudir. Donc, vous êtes philosophe et vous intéressez beaucoup à la médiologie. Vous êtes également professeur à l'IEX. Et donc, nous, dans tout ce projet, on s'intéressait beaucoup. La réflexion de départ, c'était beaucoup sur l'urgence, les questions d'immédiateté aussi de la société. Donc, on avait une petite question d'introduction à vous poser. C'est d'où vient cette accélération aujourd'hui dans la société? Je prends votre micro. D'accord, je me mets au centre, je vous remercie. Alors, d'où vient cette impression d'urgence, d'accélération? Alors, c'est une question un petit peu piégée parce que, d'accord, j'ai mon âge, mais je n'étais pas là il y a 3 siècles, donc je ne peux pas mesurer si vraiment cette accélération est objective. C'est presque impossible, mais tout le monde est d'accord sur un effet, une impression d'accélération. Je vais prendre un petit exemple tout à fait mineur. Moi, j'ai beaucoup été au cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Et à partir des réalisations de Spielberg, surtout Indiana Jones, j'ai été frappé par l'accélération du montage. Alors, quand on regarde des James Bond avec Sean Connery des années 50, waouh, tout le monde a pris du Temestar, ça va lentement, on se bagarre, tiens, prends ça, voilà, et on se dit, voilà, ça a vieilli, on va dire. Alors, évidemment, nous ne parlons pas de télévision ou de cinéma, nous parlons du monde du travail. Et ce monde du travail, il faut d'abord un petit peu le décortiquer. De quoi parlons-nous? De l'urgence de quelqu'un qui est indépendant et qui doit, par exemple, comme un généraliste, vider sa salle d'attente qui se remplit comme un œuf. Alors, il faut à la fois donner du temps à chacun, mais aussi surveiller l'heure. Les professeurs, d'ailleurs, qui interrogent les étudiants sont dans le même problème de donner du temps à chacune, à chacun, tout en surveillant l'horaire et en étant un peu équitable, ne pas infliger des heures d'attente. Alors ça, c'est la position indépendante, on y reviendra. Maintenant, il y a l'assujettissement qui est internalisé ou qui est mal vécu de la personne qui travaille, surtout dans un monde de service. Parce que à l'usine, ça se passe autrement, dans les champs, ça se passe autrement, etc. Mais dans le monde des services, donc l'administration, qu'elle soit privée ou publique, tout ce que vous décrivez là s'applique intégralement. Moi, j'étais fonctionnaire très lentement, beau lapsus, très longuement, et j'ai pu voir l'apparition, après les fax, les téléx, des premiers réseaux de courrier électronique, et c'est vrai que quelque part, tout nouveau, tout beau, c'est comme les premiers jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on en raffolait. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette espèce d'effet ludique. C'est-à-dire qu'il y a une stimulation. Nous sommes tous, au fond, des grands singes. Hein. Dès qu'on voit une cerise dans l'arbre, on la chope, hein. On la goûte, on la jette ou on l'avale. Mais on ne peut pas résister au stimulus. Le stimulus est amusant. Il y a une dimension ludique. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et quand on dit il se passe quelque chose, c'est qu'on exprime une avidité à ce qu'il se passe enfin quelque chose dans cette vie de fonctionnaire, d'employé, vous mettez le mot que vous voulez. C'est-à-dire que d'une manière générale, ce qui se passe, c'est que dans ces grandes administrations, le niveau de créativité est zéro. L'énergie n'est pas celle de la verve, elle est celle de l'agacement, de l'exaspération, de la nervosité. Ce qui fait que l'énergie qu'on vous demande de déployer, qui fait que vous êtes motivé, c'est que vous êtes toujours un petit peu hystérique, shooté aux vitamines ou à autre chose, et on y va, on commence à boire 1 litre de café avant de commencer, et on est là, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on est efficace. Donc il y a cet effet d'accélération qui est en fait un effet d'énervement, je dirais induit, favorisé, sollicité, avec ces effets audiovisuels qu'il ne faut pas minimiser, parce que je dirais que les smartphones et tout ça font partie de l'audiovisuel aussi, mais avec aussi des nuances. Par exemple, le nombre de sujets qui sont traités dans un journal télévisé depuis 40 ans a dramatiquement diminué.
Vous avez maintenant des bandes annonces, littéralement, c'est-à-dire massacre quelque part, vide des photos, maintenant la page sport et en voiture la météo, après cette pub où le temps, chaque seconde compte, et où on est, pour ainsi dire, délicieusement bombardé. On n'oublie jamais que, en tant que consommateur privé, on peut toujours éteindre sa télévision. Si maintenant on regarde, alors je voudrais finir avec cela, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole non plus. En tant que philosophe, moi je suis astreint à la longueur de temps. C'est-à-dire que, ça c'est peut-être un dommage dont on parlera, un dommage collatéral de Wikipédia, c'est que beaucoup d'étudiants, et même des très très bons et des très très bonnes étudiantes, se disent « Ok, où est l'information ?» Alors si vous parlez de pensée, il ne s'agit pas d'information. Si vous, pour prendre un parallèle, si vous voulez faire de la musique, vous avez besoin que ça infuse comme un thé en vous. Si vous faites de la musique, vous êtes un interprète. Sinon, vous achetez un piano là ou un système électronique qui vous jouera sans faute, sans âme, mais sans faute. Ça, c'est très 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 différent. La grande question, et je disais que je finirais par ça, mais je finirai par ça, parce que je prends du temps, je ne suis pas dans l'urgence, c'est que des compositeurs comme Mozart étaient dans l'urgence, des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach étaient dans l'urgence. Le pauvre Bach, qui a écrit 250 cantates, en gros, bon poids, une par semaine, même s'il remployait des choses, ça voulait dire que dès qu'il s'asseyait, il écrivait directement honnête. Et ça veut dire quoi ? Il travaillait dans l'urgence, parce qu'il avait ça, il avait les services à assurer, il avait l'éducation de ses gosses, qui étaient des musiciens, il y avait énormément de choses, et il devait être efficace. L'accélération, elle est là. C'est-à-dire, c'est simple, si vous êtes un musicien professionnel à l'âge baroque, et que vous prenez, je ne sais pas, comme Debussy, 10 ans à écrire un opéra, ben pendant 9 ans et demi, vous ne bouffez pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de mutu, il n'y a pas, etc. Donc vous devez travailler. Mozart, qui composait en 15 jours un opéra, en une matinée un quatuor à cordes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un long apprentissage, long, profond apprentissage, qui fait que quand il est réussi, cet apprentissage, et ce n'est pas toujours le cas, vous atteignez un niveau de virtuosité. Et cette virtuosité fait que vous êtes efficace dans chacun de vos gestes. Donc vous allez très vite. Mais allant très vite, vous êtes en fait dans un bon tempo. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses quantitativement et qualitativement très très convaincantes, avec un minimum de temps, parce que la pression économique sur les musiciens, avant l'âge des Lumières, avant qu'on les prenne pour des génies, c'était ça. Aujourd'hui, et c'est ma conclusion, on demande de la virtuosité ou quelque chose qui pourrait tenir lieu de virtuosité sans qu'il y ait eu d'apprentissage. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion, tout est information. Rien n'est interprétatif, et on vous demande d'agir vraiment un peu comme des chimpanzés dressés, vous savez, qui passent poup, poup, à la caisse express, alors que quand j'étais très jeune, que je voyais dans les supérettes, les dames à la caisse étaient des virtuoses du calcul mental. J'ai vu dans mon boulot, quand je faisais des petits jobs d'étudiant, j'ai vu des vieux comptables, très très vieux, qui... en passant la main comme ça sur une liste de chiffres, les additionner à cette vitesse-là. Ce savoir-faire s'est perdu. La médiologie, c'est le Régis Debray, mais c'est aussi l'école de Cambridge, les anglo-saxons, c'est l'étude de la manière dont les moyens de communiquer, donc l'éthique dont vous avez parlé, les technologies de l'information et de la communication, influent sur le message, influent sur la manière de penser, influent sur la perception que nous avons du monde, nous avons de notre corps, que nous avons de tout. Et la manière dont nous percevons le monde, c'est aussi la manière dont nous le pensons. Mais aujourd'hui, nous sommes surexcités avec zéro pensée. C'est un petit peu le grelot, comme ça. Et ça peut être en effet une dérive qui peut déborder sur la vie privée. Je n'en parlerai pas. Mais avec cela, je pense que j'ai un peu lancé la balle, et je vous rends le micro, dans l'urgence. Merci. Merci. On va donc essayer de ne pas être dans l'hystérie et dans l'énervement. On va écouter donc maintenant les différentes capsules et témoignages qu'on a récoltés pour le projet. Et voilà, on va vous demander de vous laisser infuser
par ce qui est dit dans ces capsules, parce que l'idée après, c'est vraiment de pouvoir avoir un échange sur ce qui est dit, s'il y a des choses qui vous interpellent. Voilà. Donc on va écouter la première capsule du premier thème qui est le multitâche. Merci. Comme un lundi. Une série radiophonique avec Julien, Anne-Laure et Olivier. Lundi. Les technologies de la communication, là, c'est permanent. Je veux dire, on est avec un smartphone en poche ou dans la main quasi tout le temps. Il n'y a pas une demi-heure où on n'a pas finalement accès à un ordinateur ou à un smartphone pendant la journée. Parfois l'impression d'avoir mille et une choses en tête, des post-it collés partout, tout ce qui doit être fait, de devoir tenir compte aussi des mails transférés par notre chef, les imprévus qui vont nous tomber dessus pendant la journée. C'est source de stress et de fatigue. Ah oui, au boulot, je ma porte ouverte et les gens passent, rentrent, sortent tout le temps. Et puis je suis en réunion, et puis il y a des téléphones, puis ma secrétaire vient pour organiser une réunion, puis je dois répondre à ceci, puis c'est la sollicitation permanente. Ça m'arrive pas mal de fois en réunion de couper une conversation parce que je vois que l'interlocuteur en face de moi, il est avec son ordinateur et il n'est pas là. Il est en train de discuter sur d'autres sujets avec d'autres personnes. On est là pour faire avancer le dossier et si on n'est pas tous concentrés sur ce dossier-là, ce qu'on risque derrière, c'est de repartir soit dans des mails interminables où on va encore se rééchanger plein d'écrits parce qu'on ne s'est pas compris, qu'on n'a pas pris le temps qu'on s'était octroyé pour le faire. On n'aura pas fait avancer au final notre dossier. On est certains collègues à se dire que quand on rentre en salle de réunion, on coupe les ordinateurs, on met les téléphones en silencieux pour quand même rester accessible si jamais il y a une grave urgence, mais on se concentre vraiment sur le sujet qui nous concerne. Comme un lundi, un projet de Alice Bonjean, Clémentine Lenel, Isabelle Leté et Tana Serres. À suivre. L'idée maintenant, c'est que vous puissiez vraiment interagir avec nous si vous êtes motivés. Donc peut-être s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut réagir directement à ce que vous avez entendu, s'il y a des choses qui vous ont choqué, si ça fait écho à certaines situations que vous vivez. Vous avez entendu le professeur. Il est donc beaucoup plus jeune que moi, parce que dans 15 jours, j'aurai 87 ans. Nous allions d'un village à l'autre à pied. Nous allions, plus tard, on a eu un cheval. Mais avant ça, c'était la vache qui tirait la charrette. Et il est certain que maintenant, on est plus stressé, je comprends ça très bien pour vous. Mais j'ai une chose qui m'interpelle très fort, c'est que quand je suis dans le métro, j'adore parler. Sinon, j'en prends pas la parole. Mais dans le métro, pourquoi est-ce que à tout bout de champ, vous regardez votre smartphone? À tout bout de champ. 1 minute en poche, hop, vous ne savez pas faire une conversation avec quelqu'un d'autre. Et ça m'interpelle très fort. Merci. Peut-être quelqu'un veut réagir à ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on le fait tous, et sûrement même nous, alors qu'on est sensibilisés à ça. Non, je veux bien. Allez-y. Oui, parce que moi aussi, j'aime bien parler. La question dans cette capsule, c'est au fond la question de la distraction, de la dispersion d'un côté, du ludique, et de la concentration. Donc quand on parlait de ces réunions de travail dans lesquelles le motto c'est on ferme tous les appareils et puis on rouvre un petit peu ces clapets pour penser, pour échanger, etc. C'est en effet le grand problème. Mais à côté de cela, vous avez, monsieur, évoqué une situation de navetteur, d'utilisateur, d'usager des transports en commun. Dans les transports en commun, on voit énormément de gens qu'on ne reverra jamais et avec qui on ne va pas interagir. Tandis que dans un village, surtout si on se déplace à pied, l'univers est humain. Il n'est pas machinique. L'univers est humain, c'est-à-dire que vous allez dans le village à côté que vous connaissez, voir des gens que vous connaissez. À la limite, si vous vous déplacez avec votre cheval, vous le connaissez, il vous connaît. Donc c'est un univers extrêmement habité. Ce n'est pas le cas des transports en commun. Je crois que le réflexe que tout le monde a, y compris moi, mon smartphone, il a 1 an. Avant, c'était une espèce de modeste petite bécane qui faisait juste des coups de téléphone, et c'est tout. Là, c'est un cadeau de mon fils qui m'a dit que je devais rentrer dans le siècle. Alors bon, voilà, on ne résiste pas à son fils, sinon il vous parle 3 quarts d'heure, et d'une manière de plus en plus...
jeune. Bon. Et c'est vrai que c'est délicieux. Vous attendez le tram, il ne vient pas. Vous attendez le train, moi j'habite en province. Il est évidemment éternellement en retard. Hop, vous lisez 3 ou 4 journaux sur votre smartphone. Vous vérifiez vos mails, vous envoyez des messages. Quelque part, vous faites quelque chose qui est l'équivalent de cette sociabilité beaucoup plus facile dans le temps et dont le tempo, puisque c'est le sujet du jour, était quand même beaucoup plus large. La capsule parle de l'univers du travail, c'est tout à fait autre chose. Quand je donne cours, et ça fait 26 ans que je donne cours, je remarque aussi que maintenant, tous les quêtes, les gosses, ils ont leur PC, c'est une forêt de PC. Et je sais très bien que les 9/10 des utilisateurs des PC ne sont pas avec moi. Et quelque part, j'achète de la paix sociale comme ça. Je ne dis rien, je fais semblant de croire qu'ils m'écoutent. Eux font semblant, elles font semblant de me donner à croire que je les écoute. Et quelque part, ça passe. Et après, voilà, il y a besoin d'une dispersion totale de l'esprit. Mais moi, je ne suis pas responsable d'autre chose que l'enseignement que je donne, de la transmission que je fais. Donc, quelque part, il y a dans cette espèce de dispersion une stratégie de « je ne suis pas là ». Parce qu'en fait, l'école, je n'ai pas choisi qu'elle soit comme elle est, je n'ai pas choisi qu'elle soit à ce point ennuyeuse. Les professeurs, c'est un cercle vicieux, les professeurs se sentent un petit peu en train de parler devant le vide, et du coup, ils sont un peu perturbés par l'écho un peu existentialiste de « t'es seul au monde à raconter des choses qui n'intéressent personne ». Et il y a une espèce de déperdition, comme ça. Et en fait, ils ne sont pas en train d'écrire une thèse de doctorat, pas plus que les gens dans le train ou dans le métro avec leur smartphone sont en train de s'informer sur l'état du monde. Mais ils tuent le temps. C'est le divertissement pour oublier la mort. Ça, c'est vraiment une pensée un peu terrible, mais à Blaise Pascal, qui ne connaît pas, le divertissement, c'est nous allons tous mourir, c'est une époque très religieuse, donc il faudrait s'occuper du salut de son âme, mais en attendant, on va aller au concert, on va aller à l'opéra, on va aller flirter, on va aller boire des pots, etc. etc. Nous sommes les mêmes humains, quelque part. Le tempo en plus ou en moins, c'est-à-dire nous échappons au train, au professeur ennuyeux, nous échappons à la réunion de travail, et Dieu sait si j'en ai souffert des réunions de travail quand j'étais fonctionnaire, l'insupportable réunion de 2 heures où les gens ouvrent la bouche parce que c'est leur tour pour dire absolument rien, c'est la règle, et il n'y a rien qui avance. C'est terrifiant. Alors évidemment, la tentation est soit de rêvasser ce qu'on va faire ce soir à bouffer, ou est-ce qu'on part en vacances, et avec qui, etc. C'est aussi une chose qu'on peut faire. Ou alors on dit la vérité. On dit la vérité du style, écoutez les gars, cette réunion ne sert à rien, ça fait partie des procédures managériales héritées des États-Unis d'une connerie sans nom, on est tous complices de notre propre mort spirituelle. Vous voyez ça arriver? C'est pas possible. Elle dit, mais le type il délire, là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on en parle? Merci, il y a peut-être quelqu'un qui veut réagir? Bonjour, voilà, je voudrais parler peut-être de la radicalité et la résistance. Donc en fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de smartphone. Qui n'a jamais eu. D'accord, je vois que je ne suis pas seul au monde. Donc. En fait, il y a 25 ans, il y avait déjà des sortes de smartphones, mais des grosses caisses qu'on mettait dans les coffres des voitures. Et à ce moment-là, c'était très séduisant, ça coûtait très très cher. Il y avait des gens qui voulaient être disponibles, des représentants de commerce, etc., qui voulaient être disponibles et qui étaient prêts à payer 1 000 € ou 2 000 € pour avoir ce genre de boîtier. Je ne vois pas d'ici si vous savez mettre le micro un peu plus près, parce qu'ici devant... Excusez-moi, vous m'entendez pas bien? Merci. Voilà, si vous m'entendez trop fort, alors vous hurlez. Hein. Et tiens, je voudrais d'abord faire une petite introduction, c'est que je ne sais pas si vous avez volontairement ou involontairement manipulé le jeu de mots, l'éthique, donc c'est-à-dire tic, avoir des compulsions, d'accord, c'est très chouette. Et alors l'éthique, la question de qu'est-ce qu'on fait, mais du point de vue philosophique, le prof est très bienvenu pour ça. Et je pense que l'éthique ici, donc l'éthique du point de vue philosophique, va nous amener à quelque chose qui est un questionnement même sur ce que vous faites ici. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à la radicalité, jusqu'à la résistance? Donc moi, en fait, il y a 25 ans, j'ai décidé que je n'allais pas rentrer là-dedans.
Et ça me pose de plus en plus de problèmes, en fait. Comme l'a dit monsieur, son fils est rentré pratiquement en guerre avec lui. Et ben, constamment, pas plus tard que la semaine passée, il a suffi que je dise à un jeune de 25 ans comme ça, au détour d'une conversation, j'ai pas de smartphone, il était littéralement sidéré, paniqué pratiquement. Et quand il m'a demandé, est-ce que tu as une télé? J'ai dit non. Là, vraiment, là, il commençait à flipper complètement. Et donc, en fait, il y a un rapport à toutes ces technologies qui parfois n'admet pas de compromis. Je m'explique. C'est qu'en fait, comme l'a dit très bien le professeur de philosophie tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est tous intéressés par les stimuli. D'ailleurs, c'est notre nature même d'être distrait par les stimuli et d'être attiré par les stimuli. Et donc la télévision, ben, c'est la même chose. J'aime beaucoup le cinéma aussi, donc je vais au musée du cinéma. Je fais des efforts actifs, en fait. Voilà. Pour la communication aussi, je fais des efforts actifs. C'est-à-dire que si je suis pas en mesure de communiquer avec l'autre activement, c'est-à-dire hors média, eh bien, je me dispense et l'autre est dispensé aussi. C'est-à-dire que si l'autre ne fait pas un effort de me contacter hors média, eh bien, il n'y aura pas de communication. Pourquoi? Pour restituer l'essence de la communication, qui est quelque chose de direct. Et à travers ces 25 ans, j'ai vu des tas de choses étonnantes que sans doute tous vous avez vues. Au début, quand ça commençait, ben, je me souviens, je suis professeur et donc je donnais cours dans un lieu, et puis j'arrive aux toilettes. Et au début, je n'avais pas tilté. Je me dis, mais il parle tout seul, le pauvre gars. Alors bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc il était à la pissotière. Et il arrivait à faire tout son boulot tranquillement, c'est-à-dire à la fois parler à son interlocuteur et à la fois faire ce qu'il avait à faire. D'autres fois, aux toilettes, mais là, pour une autre opération, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à s'engueuler là tout seul dans les toilettes, dans les cabinets? Et quelques secondes après, j'ai compris. Une autre anecdote, à Paris, Notre-Dame, un bus, une quinzaine de jeunes filles qui venaient d'Espagne, toutes assises les unes à côté des autres sur une bordure, et sidération, j'avais pas d'appareil de photo parce que c'était une illustration extraordinaire, les 15 étaient en train de smartphoner. Et donc, ouais, je l'invente. Non, c'est bien. Smartphoner. Et donc, en fait, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un lieu qui suscitait de la curiosité. Elles étaient à Paris quand même. Elles étaient des copines, elles pouvaient déconner, elles pouvaient rigoler. Elles étaient toutes seules au monde, ailleurs. D'accord. Autre chose qui m'a sidéré, là aussi j'aurais bien aimé avoir un appareil photo, c'était ici à Bruxelles, dans un petit restaurant. Et à un moment, je vois arriver les parents et puis les enfants, 2 ados et 2 parents, les 4. Alors, d'habitude, il y a 10 ans, les parents étaient moins susceptibles d'être dans le tout smartphone. Et là, j'aurais voulu avoir un appareil photo parce qu'il y a eu un moment où ils étaient tous les 4, parents inclus, dans leur propre monde, ailleurs, avec leur smartphone. Donc, en fait, tout ça, ça m'amène à quoi? Ça m'amène au fait que si j'avais un smartphone, alors, comme je suis très négatif par rapport à tout ça, je serais le con parfait. C'est-à-dire que je passerais mon temps à utiliser cet outil d'addiction. Et donc, je n'y échapperai pas. Et donc, je reviens à ce que je vais conclure avec ça, à ce qui m'amenait à prendre le micro, c'est que je pense qu'à certains moments, il n'y a pas d'autre choix que la radicalité et la résistance. Et la résistance, ici, est quelque chose de très simple, c'est tout simplement que je refuse l'outil. Alors ça m'impacte. Je deviens une sorte de dinosaure et une sorte de personne qui, paradoxalement, agresse les autres alors qu'il ne fait absolument rien. Je vous donne plusieurs exemples qui me sont arrivés. C'est que ça, c'est très régulier. J'ai rendez-vous avec des amis à 12h30, par exemple. Je suis à l'heure, puisque je suis toujours à l'heure, dépendant des transports en commun. Je préfère arriver un quart d'heure avant et lire un bouquin que d'être en retard. Et donc, eux, comme ils sont dans cette instantanéité, ils arrivent un quart d'heure plus tard. Et alors, devinez quoi? Je parie qu'il y en a plusieurs qui savent ce qui va se passer. Donc, moi, je suis à l'heure, évidemment. Et je me fais copieusement engueuler. Parce que si j'avais eu un smartphone, ils auraient pu me prévenir qu'ils étaient relax et qu'ils avaient une autre priorité qui faisait qu'ils n'étaient pas à l'heure. Et ça, c'est très, très, très régulier. Mais... Voilà, donc je voulais simplement terminer en disant il y a peut-être une dimension hors cadre, parce qu'ici, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Et ça m'interpelle,
au niveau de la résistance, c'est que ce que vous avez présenté est très sympa, mais j'ai l'impression que vous êtes dans le truc, en fait. Vous êtes à l'intérieur. Donc, vous suscitez une sorte de réflexion, mais vous êtes complètement dedans, à la fois par la présentation, à la fois par le contenu. Il y avait, vous avez dit capsule. Voilà, donc désolé, mais j'amène quelque chose qui est une radicalité, c'est-à-dire le questionnement même sur votre démarche et sur la question totale de est-ce qu'on casse ces foutus smartphones. Voilà, merci. Mais je pense que justement, nous, on a le parti pris de ne pas jeter complètement les TIC à la poubelle, quoi. Même si... Oui, ben justement, je trouve que c'est une question intéressante à poser aux autres. Est-ce que vous trouvez qu'il faut complètement s'en séparer, quoi? Je pense qu'il y a monsieur qui voudrait réagir. Il y a aussi une demoiselle. Oui, et madame ici. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à votre démarche en général, je me pose plus... en fait, je vais être assez critique dans une autre direction par rapport au travail et par rapport à l'intervention qui vient d'avoir, puisque donc au début vous dites bien que vous n'êtes pas dans une démarche de happy management et de ce genre de choses qui poussent à la productivité des travailleurs, etc. Est-ce que malgré tout on n'est pas dans l'idée que, et je reviens sur ce que vous appelez des résolutions, que finalement il y a une forte responsabilité individuelle par rapport à ces technologies? Est-ce que c'est pas là peut-être qu'il y a un souci et qu'on arrive plus dans un discours moral, hein, et là que je rapproche à la critique de ce qu'on vient d'entendre, où on est dans l'idée de, eh bien, c'est les individus qui doivent prendre des dispositions, soit des aménagements, donc couper le téléphone pendant la réunion, couper les mails pendant le travail, soit de façon, comme le dit monsieur Radical, refuser complètement d'utiliser un smartphone, refuser d'utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que là, on passe pas justement à côté d'une réflexion plus collective sur les enjeux sociaux et finalement, d'où vient ce contexte qui fait qu'on se retrouve stimulé, etc. Est-ce que c'est finalement uniquement, comme le disait monsieur Pirobon, par rapport à notre besoin de stimulation ludique, ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi un questionnement non pas sur les technologies, mais sur la façon dont les plateformes les contextualisent et les utilisent pour nous pousser dans des architectures numériques qui justement vont favoriser ce rapport à l'immédiateté, à la réaction, etc. Est-ce que finalement le questionnement c'est vraiment nous les individus par rapport aux technologies, ou est-ce que c'est pas la société par rapport à ce que font les plateformes du numérique et donc le capitalisme cognitif et numérique de ces technologies? En tout cas, nous, donc ça fait 2 ans qu'on est sur le projet et vraiment au départ, on s'est posé plein de questions à ce propos-là où on se disait mais en fait, il faut refaire le monde, quoi, parce que clairement ça va pas. Et je pense que dans le fond, on est d'accord avec vos 2 réactions. Et à la base, en fait, on voulait travailler avec les employeurs. Et puis on s'est dit que, évidemment, qu'ils allaient toujours remettre en question cette idée de rentabilité, enfin eux, ça les arrange bien, tout ça, quoi. Donc on a décidé effectivement de travailler à un niveau individuel pour se dire, voilà, avec ce petit projet qu'on a là, peut-être utopique, on n'arrivera pas à révolutionner le monde, donc prenons les personnes individuellement. Je pense que c'est ça qu'on a voulu faire. Dites-moi si je me trompe. Mais... Et alors, vous allez notamment aussi, en fait, le voir dans la dernière capsule qui est sur les résolutions, c'est qu'en fait, individuellement, puisque c'est la décision qu'on a prise de faire ce travail de la manière individuelle, c'est que individuellement, chacun peut essayer de se mettre des propres limites et qui va en fait influencer le collectif et donc mettre en place après des choses pour améliorer les relations au travail ou mais à partir de l'individuel en fait. Donc voilà, c'était un choix de notre part puisque, comme le dit Clémentine, on est qui on est finalement de notre place aussi. Donc voilà. Alors moi, j'avais juste aussi
suite à vos réactions, on voit bien aussi que donc, ce smartphone fait qu'on est tous amenés, ou en tout cas ceux qui ont un smartphone sont vraiment amenés à multitasker, à faire du multitâche. Et pourtant, en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui nous disent que seuls 2% des personnes qui font du multitâche sont vraiment aptes à faire du multitâche. Et donc, du coup, là aussi, ça peut questionner la question de cette société dans laquelle on vit, qui nous impose cette manière de travailler en faisant du multitâche, d'autant plus qu'un multitasker peut perdre jusqu'à 40% de sa productivité, ne fût-ce que par le temps que le cerveau a besoin pour switcher d'une tâche à l'autre. Et donc, voilà, tout ça peut aussi poser question sur cette intrusion du multitâche dans le travail aujourd'hui. Juste une petite intervention pour la radicalité. Là. Alors de tout cœur, avec vous, de tout cœur, parce que j'ai beaucoup parlé du travail en profondeur, de la dispersion, j'ai aussi parlé de l'assujettissement, mais je voudrais quand même un petit peu voler au secours des étudiants de l'IEX qui font partie d'une section qui s'appelle animation socioculturelle et éducation permanente. Le mot-clé, c'est vraiment éducation permanente, qui sont un petit peu les plus politiques de l'IEX, Institut des hautes études en communication sociale. Et cela, quand même, ouvre une perspective dans laquelle vous vous placez. C'est-à-dire qu'on peut résister à la technologie, être technophobe, selon l'appellation, ou être adepte, enthousiaste, californien, si j'ose dire, technophile. Et je pense que là, on rate l'essentiel. Pourquoi ? C'est pour ça que j'ai parlé de Mozart et de Bach, de l'urgence de l'accélération. Moi, j'ai fait beaucoup de musique classique. Et avant qu'existent des ordinateurs de traitement de texte musical, j'ai fait beaucoup de copies. Simplement parce que si je voulais faire un arrangement pour un petit orchestre de chambre, il fallait que quelqu'un se tape de recopier les partitions et de faire des parties séparées. Je peux vous dire, une page de partition, c'est 1 heure de travail. Et pendant cette heure de travail, vous êtes un esclave. C'est-à-dire vous pensez à rien, vous faites très attention de ne pas faire de fautes, et puis la créativité zéro, l'interactivité zéro, l'oralité, le vivant zéro, etc., etc. Et à partir de... Moi, j'ai commencé avec les ordinateurs très tôt. J'avais 22 ans quand je commençais à gagner ma vie, j'en ai 62, avec des ordinateurs, donner un petit peu une avance, je pouvais gagner ma vie, c'est déjà bien. Et quand ces ordinateurs ont commencé à sortir, qui était un petit peu un spin-off d'ailleurs des jeux vidéo. C'était Atari qui faisait ça, puis après c'est passé dans toute une collection de logiciels qui sont là. Tout d'un coup, j'ai vu que la technologie apportait énormément de choses à quelqu'un qui avait un projet. La technologie ne vous donne pas le projet. Les gens qui n'ont pas de projet vont se perdre dans des smartphones comme ils se perdraient dans un livre en attendant le copain qui arrive en retard. Je veux dire, c'est le même genre de perte. Je suis un grand lecteur. Une fois, j'ai entendu François Hardier à la télévision qui dit « Oh, vous savez, on me prenait pour une intellectuelle, mais en fait, j'étais une midinette. Je lisais beaucoup parce qu'à l'époque, on lisait beaucoup. Maintenant, je regarderai la télévision. » Donc, il ne faut pas se tromper là-dedans. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites de votre vie. Et donc, la technophilie ou la technophobie n'est pas le critère. Là, je félicite les étudiants d'utiliser les ressources des technologies pour peut-être dénoncer des dérives éthiques. Et là, je l'écris ethos, avec le E-T-H-I-Q-U-E. C'est-à-dire que je ne vois pas qu'est-ce qu'on gagnerait à faire, je ne sais pas moi, de la prose homérique scandée, proche du slam, archaïsante, ça n'apporterait rien. Là, maintenant, on entend des gens, plutôt que de répéter leurs paroles, en lisant un papier qu'on aura copié à la main. Ceci étant, il ne faut pas maintenant passer d'un extrême à l'autre. Quand Khomeini, en 89, a envoyé un petit message à Gorbatchev disant « Le communisme s'est effondré, le capitalisme, etc., vous devez revenir à Dieu », il a envoyé ça sur un papier écrit de sa main qui a été présenté de main à Gorbatchev. Donc là, quelque part, c'est ça la médiologie. On est dans du très très lourd. C'est-à-dire, si vous écrivez un texto d'amour, peut-être ce serait mieux de l'écrire à la main plutôt qu'à la machine, et sur un beau papier, peut-être que vous aurez fait vous-même, avec des fleurs que vous aurez cueillies vous-même, plutôt d'acheter vite à la caisse express, etc., etc. Donc, on ne va pas se tromper. La radicalité
elle peut être technophile aussi. On peut utiliser de manière savante, érudite, informée et consciente, politiquement responsable, les technologies, comme on peut être un moine contemplatif qui croit encore que la Terre est plate, je ne veux pas dire du mal des moines, hein, ça peut être de n'importe quelle religion, et qui est là, dans son jardin, en train de regarder la fleur éclose. Oui, attention de ne pas tomber dans des grands manifestos qui vont rejoindre ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire vite, fort, efficace, stimulant, voilà, startling. Merci. Il y a des personnes ici devant qui voulaient réagir. Voilà, parce que d'abord par rapport vous parliez des transports en commun, moi je trouve que c'est un lieu peut-être de rapidité, etc. Mais je trouve que c'est un lieu où on peut très bien faire des rencontres. Et moi je connais un couple qui s'est rencontré dans un transport en commun. Et voilà, ils ont 2 bébés entre deux. Enfin voilà. Donc voilà, tout simplement parce que tiens, bonjour, il fait beau. Ah ben voilà. Je veux dire, donc si je veux réagir, moi je suis pas radicale non plus comme monsieur parce que je trouve qu'avec la technologie, voilà, il y a des on m'a aussi parfois un peu ouvert les yeux. C'est vrai que parfois j'étais un petit peu radicale et je connais par exemple une personne qui me disait ben voilà, moi je veux être végétarienne et il n'y a personne autour de moi qui l'est et c'est grâce à des rencontres que j'ai réussi à devenir végétarienne. On s'est solidarisé alors que c'est des gens qu'elle connaît pas, quoi. Donc je trouve que ça c'est vraiment génial. Des rencontres numériques, des plateformes, enfin voilà, de pouvoir parler d'un thème qu'elle ne peut pas aborder avec des gens de sa famille ou des amis. Maintenant, c'est là où parfois, enfin, je rejoins un monsieur, que je trouve un peu ce qui parfois m'agace dans la technologie, c'est le fait que voilà, si on se retrouve avec quelqu'un qui a un malaise, il faut le vivre ce malaise, quoi. Je veux dire, ça fait partie des tripes et je trouve que c'est un peu facile de tout de suite. Voilà, appuyer sur son. Ça fait partie de la vie et de dépasser des choses et d'être plus fort. Et ce que je crains justement par rapport d'un point de vue spirituel, psychologique, etc., c'est que ça affaiblisse l'être humain au lieu de le. Voilà, j'ai l'impression que l'être humain est en train avec la technologie au niveau intérieur de s'affaiblir. Voilà. Oui, allez-y. Merci. J'ai plusieurs petites choses. Vous avez parlé de votre fils qui disait « Papa, il serait temps que tu aies un smartphone. » Bon, il l'a acheté et vous l'utilisez. Très bien. J'ai une petite fille de 8 ans. Elle vient l'année dernière, une petite anglaise. Son père est toujours avec son smartphone et sa mère aussi, bien entendu. Ce sont des travailleurs, tous les deux. Ils sont bons. Mais je ne vais jamais voir, quand je suis chez eux, ce qu'ils font avec leur smartphone. Hein. Est-ce que c'est vraiment du travail ou c'est autre chose ou c'est un jeu? Bon. Donc, elle me dit « Qu'est-ce que c'est que ton téléphone ?» Elle me regarde ça d'un air très surpris. « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Je lui dis « Je peux téléphoner, je peux recevoir un coup de téléphone déjà. Et en plus, on a quand même les SMS et je peux recevoir. Et ça me sert de réveil également. » Oh, bon, elle m'a regardé vraiment comme si j'étais un dinosaure, là. Hein. Bon, c'est une chose. Mais je connais une toute petite anecdote très drôle. C'était 6 ans, 2001, 7 ans, 6-7 ans. Je suis avec une amie en France. On fait une marche avec le sac à dos. On dort dans une auberge de jeunesse. C'était pas un moment où il y avait beaucoup de monde. Donc, on était rien qu'à nous deux, dans un grand dortoir. Et on avait toute la place qu'on voulait. Arrive un jeune homme, très sympa, 25 ans, comme ça, super, un gamin, quoi, pour nous. Hein. Bon, bonsoir, tout le monde va se coucher. Nous deux ensemble, et le jeune homme, de l'autre côté, pas moi, enfin, un peu de privauté, quoi. Et puis, moi, je me suis réveillée au milieu de la nuit et je l'entendais parler. Donc, le matin, j'ai dit à ma copine, mais je dis, tu sais, il parle en dormant, ce jeune homme, hein, et puis... Vraiment, j'essayais de comprendre, mais c'était pas possible, c'était trop loin. Elle me regarde, elle me dit, mais enfin, tu rêves? Il avait déjà un téléphone portable, bien entendu, avec lui, et en fait, il communiquait en pleine nuit avec je sais pas qui, quoi. C'était très drôle. Bon.
il y a du pour, bien entendu, Internet ou smartphone, peu importe, hein, vérifier quelque chose. Moi, je suis une grande lectrice, un peu comme votre professeur, là. J'ai un bouquin avec moi, je fais partie d'un groupe de lecture, je m'occupe du comité de lecture d'un club de théâtre, donc je suis tout le temps occupée. Je viens de finir un Amélie Nothomb, là. Bon. Donc, quand il y a quelque chose, un mot, n'importe quoi, un nom, je vais vérifier. Et ça, je peux vérifier sur les dictionnaires, bien entendu. Je les ai aussi. Mais bon, d'abord, Indico, ça coûte cher. Moi, j'ai mon Robert, mais il date de 73, donc Franco est encore au pouvoir, pour vous dire que les choses ont drôlement changé. Donc, en ce qui concerne géographie, pays et tout ça, politique, je suis plus à jour. Bon, donc, vérifions. Évidemment, c'est bien, c'est pas compliqué de garder le contact. Ça, c'est magnifique, évidemment. C'est tellement facile, c'est tellement rapide, il faut reconnaître. Surtout que les jeunes, ils ont moins de temps que moi. Hein, ne perdez pas votre temps à lire du matin au soir. Alors, il y avait une phrase, je ne sais plus, d'un philosophe du Moyen-Âge. Enfin, non, peut-être après. Je me demande si ce n'est pas Erasme qui a dit « hâte-toi lentement ». Est-ce que c'est Erasme ? Moi non plus. Et donc, je me dis quand même, c'est intéressant, hâte-toi lentement. Bah oui, voilà, on peut vérifier. C'est vrai que toute cette technologie vous permet d'aller plus vite, de découvrir, de vérifier, de garder des données. Bon. Mais d'un autre côté, il faut toute proportion garder. Il ne faut pas vouloir courir trop vite. On se casse la figure, ça m'est déjà arrivé, et plus d'une fois. Alors, également en technologie, en machine, alors, en cuisine, vous avez des robots de plus en plus perfectionnés. Eh bien, moi, je pense, prenez l'exemple d'une soupe. Vous pouvez faire un minestrone, donc vous le coupez à l'avance et vous le gardez. Vous pouvez avoir une soupe que vous passez au passe-vite. Je connais des gens qui ont encore le passe-vite. Et puis, vous pouvez avoir la soupe passée au robot, qui est beaucoup plus rapide et qui est tout aussi bon que les deux autres. Bon. J'ai une fille, malheureusement, qui a la sclérose en plaques. Elle habite l'Australie et je suis en contact avec elle régulièrement. Elle fait partie de groupes là-bas en Australie, un groupe en Amérique également, parce qu'elle est vraiment fort anglaise, donc elle n'est pas vraiment avec la Belgique. Mais bon, c'est très important pour elle, parce que son mari, en plus, est absent 1 mois sur 2, donc elle est vraiment très seule. Et grâce à la technologie, ben voilà, elle est moins seule. Je crois que j'ai tout dit. Donc il y a vraiment du pour et du contre. Oui, et en effet, et je pense qu'une chose qui est importante pour nous de recontextualiser, c'est qu'on ne diabolise absolument pas les smartphones, mais en tout cas, on a envie d'en parler dans le monde du travail. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là, vraiment, qu'on remet en question une certaine utilisation des travailleurs, et donc absolument pas tout le côté pratique que le smartphone peut amener, clairement. Je vais vous donner la réponse Google. La réponse Google, c'est quand même trop drôle. Hein. C'est pas un auteur médiéval, en fait, ça vient du grec. C'était la devise de l'empereur Auguste, Festina lente, hâte-toi lentement, c'est un oxymore. Et après, c'est resté un peu comme une espèce de dictum qu'on a. Voilà, c'est hâte-toi lentement. Vous en faites ce que vous voulez. Merci. Je vois qu'il y a madame qui trépigne d'impatience depuis tantôt, donc je vais peut-être vous donner la parole. Selon mon imagination poétique, je peux ajouter qu'effectivement, la technologie, elle a multi-plans, c'est sur les multiplans, si je peux dire. Le smartphone, de ce que nous sommes en train de parler, bon, pour moi, ça représente aussi un acteur de théâtre, une plaine de théâtre, la poésie. Ça représente aussi l'utilité des communications rapides. Et bon, je pense que on est tout à fait métamorphosé devant cet appareil, ce cerveau électronique. Pour finir,
Même ma poésie, souvent j'ai tentation de l'exprimer sur ce smartphone. Effectivement, on utilise le bic, mais je fais les deux. Donc je trouve que le smartphone, il a plusieurs utilités quand même. Premièrement, pour la communication d'urgence. Deuxièmement, l'amusement. Troisièmement, la communication directe. C'est vraiment, pour moi, je suis métamorphosée. C'est comme une être humaine, mais avec un cerveau électronique. Merci. Merci. Alors, ce sera juste la dernière question c'est la avant la suite. Bon, d'abord, moi, je voulais quand même d'abord vous féliciter, parce que je sais que c'est pas un exercice facile. Vous êtes fraîchement diplômé, je pense, ou en tout cas c'est la dernière année. Voilà, donc c'est jamais facile de présenter un travail qui est... J'avais quand même envie de réagir sur plein de choses. D'abord, peut-être vous dire que je suis ici avec une vingtaine d'étudiants en écriture multimédia qui s'intéressent vraiment à toutes ces questions. Et donc, par rapport à ce que j'ai pu entendre entre il faut interdire, je pense qu'il faut réfléchir, il faut se poser des questions. C'est ce que vous avez fait pendant 1 an, c'est ce qu'on essaie de faire nous aujourd'hui avec des jeunes de 20-21 ans. On se pose aussi beaucoup de questions sur l'utilité, l'intérêt, l'utilisation des smartphones, l'urgence. Et première chose que je leur ai demandé en arrivant ici dans la salle, c'est de se mettre en mode avion pour ne pas déranger. Voilà. Donc j'ai envie de réagir sur pas mal de choses, mais j'ai surtout envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous comptez faire de ce projet ? Parce que derrière ça, moi, je vois de l'information, je vois de la sensibilisation, je vois de l'éducation. Et effectivement, je trouve qu'il y a un projet qui est intéressant. Alors après, on peut discuter de l'utilité ou pas, de faire des capsules sonores, de faire un site, de faire des tas de choses, de mettre en place une stratégie de communication, une campagne de communication. Mais je pense qu'il y a un réel boulot, et je le vois, je rejoins votre... petite anecdote, on a nous, là, donc on est étudiants à l'ISFSC, enfin je suis avec des étudiants de l'ISFSC, Institut supérieur de formation sociale et de communication, rue de la Poste, les concurrents de l'IEX, c'est pas les concurrents, c'est pas vrai, on est partenaires. La preuve c'est qu'on est là. On a des collègues qui interdisent les écrans pendant certains cours, qui ont fait ce choix de dire on veut pas le multitâche, on sait qu'effectivement vous êtes en train de faire autre chose. Ça nous pose un problème par rapport à ce qu'on veut enseigner, à ce qu'on veut vous apprendre. Donc, ça m'arrive parfois, moi aussi, de passer derrière la salle pour voir un petit peu qui est sur Facebook, qui est sur... voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Moi, j'ai envie de vous demander concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire de ce projet dans les semaines et les mois à venir ? Est-ce que ça va rester simplement un travail de fin d'études, un mémoire, ou vous envisagez d'autres choses ? Mais peut-être aidez-moi parce que je sais que le projet va être pris par par l'une ou l'autre ASBL, dont les noms m'échappent à l'instant, mais il y a ABET, c'est ça ? Il y a ABET qui est une organisation qui du bien-être au fait travail, des formations dans le cadre de formation au bien-être, au travail, qui nous a proposé de reprendre nos capsules sonores dans le cadre de ces formations. Et alors, il y a également, le nom m'échappe aussi, Bruxelles nous appartient. Bruxelles nous appartient, qui actuellement diffuse les capsules sur leur site, puisqu'on s'adresse notamment aux travailleurs bruxellois, et Bruxelles nous appartient est vraiment dans le son et à Bruxelles. Donc voilà. Alors nous, on a cette semaine plusieurs diffusions, que ce soit en radio, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais après, ce projet reste un projet étudiant qui... ça reste en ligne. Voilà, ça reste en ligne et pour l'instant, il n'y a pas de projet à long terme, mais toute demande est possible. Voilà. On va peut-être passer à l'écoute d'après. Donc, je propose qu'on passe à la capsule sur l'urgence. On en a déjà pas mal parlé. Et donc, je vous propose de mettre la capsule urgence et de réagir juste après. Comme un lundi. Une série radiophonique avec Emeric et Nathalie. Mardi. Au mois de juin 2014,
Il y a eu 100 000 voitures qui ont été grêlées en 5 minutes à Bruxelles. Donc on a reçu en une semaine 5 000 voitures à aller voir. Expliquer aux gens que s'il n'y avait rien de grave, leur voiture continue à rouler, mais qu'ils vont devoir attendre. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, comme le central téléphonique était totalement débordé, les gens envoyaient un mail. 5 minutes après, renvoyaient un second mail pour dire qu'on n'avait pas encore répondu au premier, alors que les gens peuvent bien s'imaginer que la situation n'est pas du tout urgente. Mais tout devient urgent grâce à la rapidité à laquelle on informe pour l'instant. Il y a cette pression, ça c'est certain. Il y a la pression également de savoir qu'on va être jugé sur la rapidité d'exécution. On ne sait pas démonter un pare-choc plus rapidement que la limite humaine de l'ouvrier qui travaille avec ses deux mains. J'ai pas vécu ça comme envahissant au niveau des appels téléphoniques. C'était vraiment plus moi personnellement qui avait du mal à mettre mes propres limites par rapport à la réception de mails, répondre alors que je suis en congé, en récup ou en formation et que je devrais pouvoir complètement me couper du boulot et me dire bah, c'est bon, il y a mes collègues qui sont là pour s'en charger. Ben, c'était plus fort que moi. J'avais ce téléphone à portée de main dans mon sac, je sortais, hop, je regardais mes mails du boulot. Mais non, je dis bien, c'était pas tous les jours, hein, c'était pas de manière... mais quand même suffisamment pour pouvoir vraiment impacter sur mon bien-être physique et psychique, quoi. J'arrivais pas à décrocher de certaines situations hyper prenantes du boulot, et le fait de regarder mes mails, de savoir un petit peu où ça en était, un tel, est-ce qu'il y avait une réponse de l'avocat, enfin... Même si on disait qu'on travaillait pas dans l'urgence, tout était quand même dans le vite, l'immédiateté en fait. Je pouvais le voir chez mes collègues aussi. Il y en a une, elle était au téléphone fixe dans le bureau, puis pouf, il y a le GSM qui commence à sonner. Ok, bon, elle avait à peine terminé, qu'elle raccroche, et puis hop, elle décroche l'autre téléphone. Et vite, on a une demande, faut vite pouvoir y répondre, faut donner une réponse. Enfin. Comme un lundi, un projet de Alice Bonjean, Clémentine Lenel, Isabelle Leté et Tana Serres. À suivre. Alors, juste pour cette capsule-ci, on voulait vous proposer de débattre plus sur la question de culpabilité. On a notamment Nathalie qui exprime vraiment elle exprime des situations d'urgence, notamment via le mail. Elle a peur de ne pas répondre, mais en même temps, elle doit répondre, mais ce n'est pas le moment. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des situations dans lesquelles vous vous sentez coupable de ne pas répondre dans une situation au travail? Et si oui, comment faire pour ne pas culpabiliser face à cette non-réponse à un mail ou à une interruption quelconque au travail? Par exemple, mon père, il a son téléphone professionnel et son téléphone privé. Et il nous demande de jamais le contacter sur son téléphone professionnel. Comme ça, quand il rentre du boulot, il le laisse à la maison. Il ne sait même pas où il le place. Du coup, le matin, c'est toujours la guerre pour le trouver. Mais il le met vraiment de côté, il le coupe. Et c'est juste sur son téléphone privé qu'on peut le joindre. Et il ne sépare vraiment vie professionnelle et vie privée. Bonjour, en fait, je voulais vous parler de... je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est les youtubeuses qui sont sur Internet, qui font des vidéos YouTube et qui doivent être tout le temps dans l'urgence de poster des vidéos 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, qui gèrent elles toutes seules le montage, les mails, les vidéos, enfin... Et je pense qu'on est dans un monde où on doit tout faire nous-mêmes, on est multitâche, donc comme le sujet précédent est... Ce multitâche influence sur l'urgence qu'on doit faire, et peut-être qu'une des solutions, c'est de séparer, de donner des tâches à différentes personnes et pas tout à une même personne. Voilà. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je remarque dans votre introduction, vous aviez, à propos de l'urgence, fait le lien entre l'urgence et l'importance. Est-ce que c'est urgent, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important, mais pas urgent? Est-ce que c'est urgent, mais pas important? Je pense que c'est intéressant, et sans revenir sur le côté technophile, technophobe, est-ce que, malgré tout, une des dérives des technologies de l'information et de la communication serait de mettre sur le même pied une communication immédiate où chacun réagit avec
des messages réfléchis, pensés, préparés, où là, sous prétexte d'interactivité, le côté sympa de je réagis, on met sur le même pied quelque chose, une communication qui a été différée parce que préparée, importante, synthétisée. C'est une forme de politesse aussi d'avoir préparé son discours avec le côté épidermique, sympa, je réagis, et on met tout sur le même pied. On le voit un petit peu encore aujourd'hui. C'est pas pareil, quoi. C'est chouette de pouvoir interagir, mais c'est pas la même chose que d'avoir préparé son message. Oui. Alors, je pense que Monsieur Perrobon, vous avez, enfin, je sais en fait que vous avez une réaction par rapport à donc cette notion d'immédiateté et d'urgence, mais également d'importance. Oui, merci, parce qu'on a en effet, on a déjà travaillé un petit peu ensemble sur ce sujet, parce que c'est un sujet vraiment très très intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent de remonter là. Et je pense qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail, dans les catégories, parce que dans la capsule. Et il ne faut pas oublier qu'au fond, le centre de gravité de votre travail, c'est le monde du travail. Bon. Et 5000 voitures en panne, c'est 5000 machines qui ont trahi leur vocation de machine. Parce qu'une machine, c'est jouissif tant que ça ne tombe pas en panne. Si ça tombe en panne, il y a une plainte existentielle. C'est pas simplement oh là là, ma machine est tombée en panne, que se passe-t-il? Le dieu des machines me lâche. Mais c'est en plus une manière presque de culpabilisation existentialiste. Ça ne pouvait arriver qu'à moi, etc., etc. Et il y a la même chose avec les patients d'un médecin. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à quelque chose d'objectif. Une machine tombe en panne, on en a besoin pour travailler. Le patron ne va pas tolérer qu'on lui raconte tous les 2 jours que la voiture est tombée en panne, c'est pour ça qu'on arrive à 11 heures, et toutes ces choses-là. Il y a des conditions objectives. Et ces conditions objectives de l'urgence, elles doivent être distinguées des conditions subjectives. Si vous êtes urgentiste, et là ça porte bien son titre, hein, urgentiste, vous n'allez pas commencer à vous demander quelle est la part de supplément d'âme dans votre démarche, si vous allez là en courant ou en marchant. Vous allez être efficace, on ne vous demande rien d'autre. Et c'est ce à quoi vous tenez vous-même, c'est-à-dire sauver la vie d'une personne en détresse respiratoire ou cardiaque. Et là, évidemment, les sollicitations sont impérieuses. C'est-à-dire que ce n'est pas 9 to 5, ce n'est pas de 9 à 5 heures que les gens tombent malades. Ils tombent malades tout le temps. Là, on risque d'avoir des problèmes de burn-out, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la détresse du monde, il n'y a pas de limite aux urgences, il n'y a pas de limite à la nécessité d'une intervention rapide, efficace et surtout économe du temps. Parce que bien souvent, si vous ne ranimez pas la personne à temps, il va y avoir des dommages au cerveau, peut-être une mort, etc. Donc ça, c'est objectif. Une voiture qu'il faut réparer est une voiture qu'il faut réparer. Mais là-dessus se grèvent des conditions subjectives. C'est-à-dire que bien souvent, les patients, face à un médecin, estiment que leur problème est unique. Il y a le monde et il y a mon problème. Et mon problème passe avant. C'est une démarche humaine qui est tout à fait compréhensible, qui est de l'ordre de la plainte et qui fait « Mon Dieu, je n'existais pas jusqu'à présent, je me mets à exister de la manière la pire qui soit, à savoir dans une dysfonction, une crise, une maladie, un drame. Et en plus, vous, le docteur, c'est-à-dire le savant, le prêtre, le chaman, vous me regardez avec des yeux mornes, j'en ai rien à foutre que ça fait 200 clients que vous avez eus depuis lundi, on est mardi matin. Il n'y a que moi qui m'intéresse. Et cette dissonance-là entre l'un et le multiple, entre le système et la personne, c'est quelque chose qui vient se greffer dans les questions d'urgence, dans la zone un peu floue entre le subjectif et l'objectif. Maintenant, dans le monde du travail, et j'ai bien aimé votre intervention sur les YouTube, parce que ça va du côté au son d'une certaine technophilie, le problème, il est aussi entre 2 horizons, celui de l'autonomie. Et ça, c'est le type du YouTuber qui est en même temps un entrepreneur, qui s'est inventé lui-même, qui a inventé sa zone de marché, qui est l'auteur de son propre succès, etc. Et de l'autre côté du spectre, dans le monde du travail, vous avez des gens à qui on n'autorise pas du tout de commencer à consulter à tout moment leur smartphone, tu sais quoi, qui travaillent dans le monde de l'usine, de la manufacture, de l'abattage industriel, le conditionnement de la bouffe, etc. Et là, tout est procéduralisé et même chronométré. C'est le taylorisme. Et là, la part de violence institutionnelle et techno est immense. Parce que l'urgence, elle est vouée non pas à des conditions de malheur personnel,
de détresse, de maladie, etc. L'urgence, c'est celle de l'avidité, toujours plus de rentabilité, moins de downtime, etc. C'est le problème d'Amazon. Vous n'avez pas une demi-seconde, même aller faire pipi, c'est pas possible. Il faut prendre ses précautions. Alors là, entre ces deux horizons, et vous voyez que c'est vraiment extrême, de l'hétéronomie totale, c'est-à-dire vous êtes un esclave dans une machine, et on vous demande d'être une machine. Et si votre machine, à vous, ne fonctionne plus parce que vous en avez marre, parce que vous devenez malade, parce que vous avez des burn-out, on vous jette. Et de l'autre côté du spectre, il y a la personne qui réinvente sa vie, qui réinvente ses conditions, qui explore un petit peu. Il y a énormément de gens, en effet, qui tout d'un coup ont inventé des nouvelles formes de communication, y ont excellé, sans trop savoir ce qu'elles faisaient. Et pour un qui réussit, il y en a 100 qui ratent, évidemment. Mais si on déplace le curseur depuis l'hétéronomie, c'est-à-dire l'esclavage, jusqu'à la réinvention de soi, hein, on passe d'une zone où, franchement, le discours politique ne peut pas être autre chose que technophobe, c'est-à-dire que la technique au service de l'avidité rapace du capitalisme, impérialisme, maintenant il est dans une phase impérialiste, le rendement à tout prix, dans un mépris total de la nature humaine, de la vie même, y compris celle des animaux, là on ne peut pas être autre chose que technophobe, parce que c'est l'amplification par la technique, l'industrie, la technologie, l'éthique, d'une position qui est folle. Et l'avidité est une addiction, hein, plus d'argent, qui va évidemment se réverbérer dans l'avidité de l'information, du stimulus, de la déconnade, de la photo porno, ou rivoise, etc., où on veut constamment plus de stimulus. Il y a quand même un lien entre l'avidité par rapport à l'argent et l'avidité par rapport aux images. Mais il ne faut pas se perdre en route. De l'autre côté, là où il y a des phénomènes de réinvention politique, n'oublions pas que tous les réseaux sociaux ont permis les lanceurs d'alerte, restons dans le monde du travail, la dénonciation de scandales, y compris dans les abattoirs industriels, avec images à l'appui, de dérives, c'est Wikileaks, c'est les Panama Papers, c'est Assange, c'est tout ça. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un effet de masse du côté noir du spectre et un effet un peu lumineux, mais là on a affaire à des génies authentiques un peu autistes. Il y a aussi toute une partie politique, parce qu'en fait, dans l'usine, il n'y a pas plus seul qu'un travailleur à son poste de travail. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, l'éthique, en tout cas la technologie qui permet l'éthique, permet aussi d'asservir au-delà de ce qui était connu jusqu'à présent, dans une espèce de fascisme assevé soft, dans lequel on ne tue pas directement les gens, mais indirectement. Et ça, c'est important de faire remarquer. Voilà, j'ai fait un peu long, je m'en excuse, parce que je n'ai pas une notion du temps, vous avez remarqué. Bon. Alors, par rapport au monde du travail, je voudrais citer deux petites anecdotes. J'ai travaillé en usine, à la chaîne, je connais ce que c'est d'être sous pression. Autour de moi, il y avait des femmes qui avortaient dans les toilettes et puis qui revenaient au poste de travail. Elles n'avaient même pas de congé. Et dans la hiérarchie qui était assez limitée, puisque c'était une usine de 100 ouvriers, ceux qui avaient les machines, ils pouvaient bourrer, comme on dit. Ils y allaient. Et puis ils allaient fumer leur clope aux chiottes, pour le dire aussi dans le langage. Et les femmes essayaient de réparer tout ce qui allait de travers, parce qu'ils avaient fait ça un peu n'importe comment. Du moment qu'ils avaient fait leur quota, c'était bon, quoi. Donc la division aussi, hein, entre les postes et les responsabilités participe aussi du mécanisme. Celui qui a le pouvoir, c'est celui-là qui décide, et les autres n'ont qu'à subir. Excusez-moi, quelle production, qu'est-ce que vous fabriquiez? Des caisses de carton ondulées, donc aussi bien pour emballer des oranges, des bouteilles, des instruments de précision. Enfin, à l'époque, c'était encore... ça remonte loin, hein, j'ai 79 ans. Donc. Alors l'autre anecdote, c'était à l'intérieur d'une entreprise qui était une compagnie d'assurance, dans laquelle j'ai eu vraiment un contact très proche avec une personne à qui son chef hiérarchique avait dit « Tu peux me préparer ça pour demain ?» Et elle lui a répondu « Pour moi, pour le faire correctement, il me faut 8 jours. » Et dans la sélection des personnes de même niveau, c'est elle qui a eu la possibilité de monter en grade. Donc il faut aussi savoir que parfois c'est nécessaire de réagir, déjà pour sa propre personne et par rapport à son rythme, donc pour ne pas tomber dans le burn-out, mais aussi
parce qu'il y a de toute façon une incidence sur le régime général et que peut-être il y a des personnes qui testent. Alors la dernière petite chose, c'est dans quel régime je vis pour l'instant. Je suis dans les bénévoles de la plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés. Alors je voulais dire que, bien entendu, tous ceux qui ont accès à un smartphone ou autre téléphone portable plus ou moins sophistiqué, c'est en partie le cordon de communication. Enfin, la première chose qu'on peut proposer ou qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils aient l'occasion de parler avec leur famille qui est loin. Mais à l'intérieur du dispositif même, donc dans les réunions entre bénévoles, ce qui me choque, et ça je continue de le soutenir, c'est que des personnes puissent prétendre qu'elles font 4 choses à la fois. Alors même avec un cerveau très développé, le mien ça va encore, ce n'est pas possible d'à la fois répondre à un message urgent, entre guillemets. Pourquoi est-il urgent ? Moi j'ai travaillé dans une administration publique. On a appris aussi à distinguer urgence et importance. Et parfois, sous prétexte d'urgence, on gomme l'importance. On a évoqué ça tout à l'heure, monsieur en a parlé. Il faut faire attention. Et la pression, ça, on l'aura de toute façon. Il faut bien se dire que si on est travailleur, on va être de toute façon sous pression. Donc, quelle est la marge de pression qu'on peut supporter pour garantir une qualité, pas seulement pour sa propre individualité, mais pour le régime de société à l'intérieur duquel on fonctionne. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Oui. Alors, on va donc juste conclure ici, mais sachez que donc, toutes les capsules, vous pouvez les retrouver toute cette semaine sur notre page Facebook comme un lundi, mais également sur le site web comme un lundi tic.be qui s'inscrit ici. C'est plus facile de le lire que de l'entendre. Et donc voilà, on vous propose de participer cette semaine plus qu'une autre à notre campagne et à être justement à se questionner sur cette intrusion d'éthique dans le monde du travailleur. Je laisse Clémentine conclure. Donc, comme un lundi, c'est un projet qui s'inscrit donc dans l'air du temps, un projet de TIC, de clic et de déclic. Et donc, dès la semaine prochaine déjà, si on vous demande comment ça a été votre journée, vous pourrez répondre comme un lundi. Juste un petit mot, donc vous l'aurez compris, c'est un travail scolaire. Donc nous, l'idéal, ce serait d'avoir des retours sur positifs ou négatifs sur le projet. Donc pour ça, on va vous distribuer, si vous avez 5 minutes, un petit questionnaire. Voilà, juste comme ça, nous, on a un retour. Merci.